Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. C'est parti pour 5 ans. Faustin Archange Touadéra, le nouveau président centrafricain, a prêté serment. Le rétablissement de la paix sera sa priorité numéro 1. Mais sa tâche est immense après 3 années de violence. D'autant que la Centrafrique devra bientôt se passer de la force française. La mission de Sangaris va prendre fin cette année. Le ministre français de la Défense l'a annoncé depuis Bangui. Le bilan et l'impact du départ de Sangaris, les défis du nouveau président, nous en parlerons avec notre invité Thierry Vircoulon, chercheur à l'IFRI. La force de l'ONU en RDC, la MONUSCO, reconduite pour 1 an. Pas question de retrait pour l'instant. Les enjeux sécuritaires sont trop importants cette année électorale. L'ONU exhorte Kinshasa à tenir rapidement des élections libres et crédibles. C'est donc une nouvelle page qui se tourne pour la Centrafrique après 3 années de violence et de transition. Le nouveau président, confortablement élu, a prêté serment dans le grand stade de Bangui. Faustin Archange Touadéra n'aura pas vraiment d'état de grâce. C'est un pays en ruine qu'il faudra reconstruire. Le nouveau président s'y est engagé lors de la cérémonie d'investiture à laquelle notre correspondant Anthony Fouchard a assisté. Regardez son reportage. Le plus grand stade de Bangui, placé sous très haute sécurité. Des heures dans la file d'attente avant de pouvoir trouver une place dans les gradins. Et à l'intérieur, l'ambiance est déjà explosive. Catherine Samba Panza arrive sur le tapis rouge et sous les applaudissements, elle passe le pouvoir à Faustin Archange Touadéra. C'est la fin de la crise. C'est la fin de la crise. Tous les peuples centrafricains ils ont attendu ça, mais c'est déjà réalisé. Donc, je suis optimiste que c'est la fin de la crise dans notre pays. Le nouveau président a prêté serment devant plus de 150 invités et dignitaires étrangers avant de demander une minute de silence en hommage aux victimes du conflit centrafricain. Une minute conclue par un coup de canon et un tonnerre d'applaudissements. Dans les tribunes, tout le monde attend le discours de politique générale du nouveau président et à la sortie, les habitants ne sont pas déçus. Il a promis au peuple centrafricain de faire beaucoup de réformes dans les secteurs tels que le secteur de l'économie, dans le secteur de l'agriculture et dans les secteurs tels que aussi de l'énergie et autres. Parce que c'est l'énergie qui est la source du développement. Et ce que nous attendons de lui, c'est qu'il faut qu'il tienne à réaliser toutes ces promesses qu'il a faites au peuple centrafricain. En Centrafrique, la page est presque tournée, mais Faustin Touadéra doit maintenant se mettre au travail. Et cela commence dès demain avec le second tour des élections législatives. Les défis pour la Centrafrique, on va parler avec notre invité Thierry Vircoulon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'IFRI. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, il y a énormément d'attentes de la population, tant du point de vue socio-économique que pour la réconciliation. Quels sont, selon vous, les principaux défis qui attendent le président ? Le premier défi, évidemment, c'est la sécurité, améliorer la situation sécuritaire. Non pas dans tout le pays, parce qu'il ne faut pas rêver, mais au moins dans les principales villes et sur les principales routes du pays. Et puis, c'est évidemment la question du développement. Il est clair que le fond de la crise centrafricaine, c'est 50 ans de non-développement et un niveau de vie qui a considérablement chuté en Centrafrique et des infrastructures qui ont été construites après l'indépendance et qui sont maintenant complètement en déliquescence. Il y a le défi de la réconciliation aussi. On a vu ces conflits entre ex-Séléka, anti-Balaka, des tensions entre les communautés. Ça aussi, ce sera une priorité ? Oui, c'est d'ailleurs très lié à la question sécuritaire. Il va de soi que désarmer les groupes armés dont vous parliez va permettre d'enclencher un processus de réconciliation entre Centrafricains. Il est clair que les groupes armés musulmans ou non musulmans, etc., entretiennent une psychose locale et entretiennent la méfiance entre les communautés. Et ça va être extrêmement important, mais la question sécuritaire est vraiment le premier dossier qui est sur la table du nouveau président. Et la question sécuritaire, on va en reparler effectivement, puisque l'autre grande annonce aujourd'hui concernant la Centrafrique, même si c'était dans les tuyaux, c'est le retrait de Sangaris. La force française va quitter le pays dans le courant de l'année 2016. On va en reparler dans un instant. On va regarder tout d'abord un bilan en images de ces 3 années de présence française en Centrafrique, un bilan réalisé par Axel Simon. La France met fin à Sangaris, son opération militaire en Centrafrique. En clair, elle y retire l'essentiel de ses effectifs. L'annonce a été faite par le ministre français de la Défense à Bangui, le jour même de l'investiture du nouveau président Faustin Archange Touadéra, en marge des cérémonies officielles.
L'armée française a réussi à remplir l'ensemble des objectifs qui lui avaient été assignés. Elle s'apprête à transmettre à la MINUSCA une situation stabilisée avec une transition politique réussie. C'est donc avec la satisfaction du devoir accompli que je peux vous confirmer la fin de l'opération Sangaris durant le courant de l'année 2016. Après 3 ans d'affrontements intercommunautaires sanglants entre les milices Seleka et les anti-Balaka, pour Paris, la sécurité du pays est aujourd'hui restaurée. Sangaris, c'était 2500 soldats français déployés au plus fort de la crise en décembre 2013. Il en reste aujourd'hui 900 sur place. La France passe ainsi le relais à l'ONU. La MINUSCA, forte de ses 10 000 soldats et 2 000 policiers, s'est déjà déployée. Elle aura 2 défis principaux, le désarmement des milices et la formation de la nouvelle armée centrafricaine. Ce départ des contingents français répond aussi à un besoin croissant d'effectifs dans d'autres régions du monde. Les troupes françaises sont partagées entre la défense du territoire français, avec son opération Sentinelle, et différentes opérations extérieures, notamment au Sahel, avec Barkhane. Pas encore de date précise annoncée, mais le retrait de Sangaris, il inquiète d'ores et déjà le président Touadéra. Il l'a dit aujourd'hui en marge de cette investiture. Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter ? Oui, tout à fait. On peut craindre que ce retrait ouvre une fenêtre d'opportunité pour des groupes armés qui, pour le moment, peut-être, en tout cas leurs leaders, sont restés calmes en attendant de voir le résultat des élections et surtout en attendant le départ des troupes françaises, parce qu'il faut quand même dire que ce départ avait été, la réduction des effectifs avait été ralentie après les troubles de septembre de l'année dernière, mais que le départ était programmé depuis le début 2015. L'état-major est extrêmement impatient de pouvoir quitter la Centrafrique. Ça veut dire que la MINUSCA, la force de l'ONU, il y a quand même 10 000 hommes, 8 000 soldats et 2 000 policiers, elle ne fait pas le poids ? Je crois qu'on a vu déjà en septembre, lorsqu'il y a eu les troubles à Bangui, c'était une force fragile. Cette fragilité, c'est celle de toutes les forces de maintien de la paix dans le monde, qu'on connaît très très bien. Et ce qui s'est passé en septembre est assez préoccupant, puisque c'était d'abord Sangaris qui était sorti en ville à Bangui pour rétablir l'ordre et non pas les casques bleus. Donc il y a en effet des inquiétudes tout à fait fondées, mais on espère que la MINUSCA ne suive pas l'exemple de la MONUSCO et d'autres missions de maintien de la paix et soit très robuste sur le terrain et surtout par rapport aux groupes armés. Et puis il y a ces accusations d'abus sexuels qui ont entaché aussi Sangaris dans une moindre mesure, mais la MINUSCA également. Oui, tout à fait. Là, c'est un changement, je crois, extrêmement intéressant de la part des Nations Unies, parce que pendant longtemps, ces affaires ont été traitées d'une manière qui n'était pas toujours sérieuse. Là, depuis ce qui s'est passé l'année dernière à la MINUSCA, le chef de la mission a été démissionné par New York, etc. Il y a vraiment une politique de tolérance zéro, et donc on voit assez fréquemment des militaires de la MINUSCA qui sont renvoyés dans leur pays soupçonnés de ce genre d'actes. Mais la MINUSCA qui communique beaucoup effectivement sur ces affaires-là. Merci beaucoup Thierry Vircoulon d'être venu sur ce plateau pour évoquer ces défis pour le nouveau président centrafricain. Merci à vous. On va parler d'une autre force de l'ONU dans la région, la MONUSCO, la plus importante au monde avec quelques 20 000 hommes déployés en RDC. Elle a été reconduite pour 1 an par le Conseil de sécurité de l'ONU dans un contexte tendu entre Kinshasa et les Nations Unies. Emmanuel Saint-Martin est avec nous en direct de New York. Emmanuel, la RDC souhaitait un retrait rapide. Finalement, les effectifs restent inchangés. Oui, exactement. C'était une volonté exprimée au plus haut niveau de l'État en RDC. Et finalement, le Conseil de sécurité, sur proposition de la France, décide d'en rester à 20 000 hommes. Alors c'est un plafond, ça ne veut pas dire, soulignent tous les diplomates, que dans les mois qui viennent, si les choses le permettent, on ne puisse pas réduire ces troupes. Mais le secrétariat général avait dans un premier temps proposé une réduction de ce plafond de 1700 troupes. Le Congo, la République démocratique du Congo demandait qu'on diminue par moitié. L'analyse faite par les diplomates qui ont à l'unanimité suivi la France là-dessus, c'est que la situation est trop fragile pour se permettre aujourd'hui d'envoyer ce message de retrait des casques bleus et donc ils resteront à ce niveau de 20 000 malgré tous les désaccords politiques de ces derniers mois entre le pouvoir à Kinshasa et les casques bleus. On avait même vu un arrêt de la collaboration entre les casques bleus et l'armée congolaise qui
collaboration qui avait reprise au courant de l'année dernière, mais ces relations restent très tendues malgré tout. Donc 20 000 casques bleus qui vont rester sur le terrain, en tout cas dans les prochains mois. Vous parliez, Emmanuel, d'un contexte très tendu, d'autant plus que c'est une année électorale qui s'annonce en RDC. L'ONU a d'ailleurs évoqué ces élections aujourd'hui. Oui, en demandant notamment au pouvoir à Kinshasa de faire tout pour que la sécurité soit assurée et d'arrêter les violences politiques qui se multiplient ces derniers temps, qui inquiètent énormément la communauté internationale et qui expliquent d'ailleurs la raison, c'est la raison principale pour laquelle ce plafond a été maintenu, ce plafond élevé des troupes des casques bleus sur place a été maintenu à ce niveau. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qui se profile d'ici aux élections de novembre prochain avec des violences de tous côtés, mais notamment, semble-t-il, ce que reproche la communauté internationale et ce sur quoi insiste le Conseil de sécurité, c'est la nécessité pour le gouvernement à Kinshasa de faire tout ce qu'il est possible pour mettre fin, pour empêcher ces violences politiques. Sous-entendu, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le message envoyé par le Conseil de sécurité à Kinshasa aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Emmanuel Saint-Martin en direct de New York. Et puis j'ajoute à propos de la présidentielle en RDC, un nouveau candidat potentiel, Moïse Katumbi, a été officiellement investi par le G7, une coalition de 7 partis d'opposition qui ont récemment claqué la porte de la majorité. L'ancien gouverneur du Katanga doit encore marquer officiellement son accord, mais ce ne serait qu'une formalité d'après ses proches. En Libye, c'était une arrivée annoncée et redoutée depuis des semaines. Le Premier ministre du gouvernement d'union nationale, parrainé par l'ONU, Fayez al-Sarraj, est arrivé à Tripoli. Un retour salué par la communauté internationale. Mais la situation dans le pays reste extrêmement précaire et chaotique. Les autorités non reconnues, mais qui siègent, elles, à Tripoli, ont immédiatement sommé le chef du gouvernement d'union de quitter la capitale libyenne. Et on termine avec cette cyberattaque en Angola, en représailles à la condamnation de la prison de 17 jeunes opposants, dont le rappeur populaire Luati Beirao. C'était ce lundi. Le groupe Anonymous Portugal a revendiqué une attaque informatique contre une vingtaine de sites gouvernementaux angolais. Et on pouvait lire ce message sur la page Facebook du groupe. Les vrais criminels sont dehors, défendus par un système capitaliste qui se répand de plus en plus dans l'esprit de personnes faibles et exemptes d'indépendance intellectuelle. Ne vous faites pas avoir. 4 à 8 ans de prison et les violations des droits de l'homme qui ne seront jamais publiquement connues. La lutte continue. Et voilà pour cette déclaration du collectif Anonymous qui a bloqué une vingtaine de sites en Angola. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.